Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de neutraliser la SEC. Salut à tous. Alors, les marchés, c'est pas terrible en ce moment, effectivement. Donc, si on va sur le cap global, on n'est quand même pas en super posture ici, comme on peut le voir. Voilà, on a bien monté ici, on était remonté là, et là, on est quand même dans un range horizontal qui commence à être un peu longué. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est assez chaud de prendre des décisions. Et c'est ce que le marché nous montre. Donc là, ici, on est dans un range. D'ailleurs, si vous souhaitez peut-être le trader, ici, on est dans un bas de range. Ça peut être intéressant d'aller essayer de chercher des entrées légèrement plus bas et essayer de sortir juste ici à ces niveaux. Bref, de toute façon, c'est pas folichon en ce moment et mieux vaut préserver son capital. Moi, je mets du cash de côté en ce moment justement au cas où ça tombe. Et si ça devait remonter ici pour prendre à nouveau des gains, je vais prendre des gains et les mettre en stablecoin massivement, histoire de ne pas être dans la grosse baisse à venir. Côté SP500, c'est pas mieux non plus. Ici, on voit que, donc ça, c'est la crise du Covid. Ici, on voit qu'on est en train de chuter. On est encore allé voir des plus bas. Là, on est en train de reprendre légèrement à la hausse. Mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment remonter ou est-ce qu'on va continuer à descendre? Encore dur à dire. En tout cas, si je zoome sur la courbe historique, on voit que ce qu'on est en train de jouer là peut ressembler un peu à ce qui s'est passé en 2008. C'est-à-dire que ça a commencé par une chute lente et d'un coup, boum, ça crache. Donc, est-ce qu'on en est là ou est-ce que ça va remonter avant de cracher? Aucune idée. Mais en tout cas, en ce moment, il faut prendre nos précautions et prévoir les deux scénarios possibles. Les États-Unis sont clairement pas en bonne posture vis-à-vis de tout ce qui se passe, notamment en Russie. Et finalement, les Russes ont super bien joué à ce niveau-là, en forçant à ce que leurs énergies soient payées en roubles. Ce qui va sûrement avoir comme effet de sauver le rouble au détriment de l'euro ou du dollar. Donc clairement, la monnaie des États-Unis s'affaiblit et c'est ce qu'on peut voir ici donc sur cette courbe parité USD-rouble. On a vu qu'au début de la guerre, l'USD s'est envolé par rapport au rouble, mais que plus récemment, suite aux décisions de la Russie, le rouble effectivement reprend énormément de valeur. Donc dans cette courbe ici, si elle descend, ça veut dire que le rouble reprend de la valeur. Et là, on est justement en train de revenir à des plus hauts niveaux de presque 5 ans en arrière. Donc je pense effectivement que la Russie a bien manœuvré. Tout ça simplement pour dire que j'aimerais pas être un Américain en ce moment, puisque entre tout ce qui se passe, l'inflation et potentiellement une perte de valeur du dollar, ça va pas être bon pour les Américains. Donc moi en tout cas pour l'instant je sors pas trop des marchés de la crypto, par contre je mets du cash de côté, parce que je me prépare au plus grand crash de l'histoire, et il faut voir vraiment ça comme une bénédiction. Je le situe dans les 12 mois qui viennent. Difficile à dire, je pense qu'on a des probabilités que ça arrive dans l'été ou la fin de l'été, voire à l'automne. Mais encore une fois, je suis pas Madame Soleil, donc c'est vraiment mes estimations. En tout cas, je pense que ce crash va être mémorable et que re-rentrer sur les marchés de la crypto, voire les marchés boursiers quand tout sera en bas, va nous permettre de faire des fortunes. Donc l'idée en ce moment, c'est d'essayer un maximum de préserver son capital, à la fois de rester un peu dans le marché quand même parce qu'il pourrait faire une nouvelle jambe haussière, et à la fois être prêt à un super crash pour pouvoir remettre de la liquidité quand ce sera en bas. Parce qu'en ce moment, on est dans une période assez invraisemblable. Pour moi, le crash aurait dû déjà avoir lieu depuis plusieurs mois. Et franchement, moi, je me sens un peu en stand-by en ce moment parce que, à la fois, on a toute l'économie qui va changer. On va changer de système. On va passer d'un ancien système au nouveau système avec la crypto-monnaie et les monnaies digitales. Il y a énormément de choses qui vont changer. Il y a la guerre en Russie. Il y a encore Bill Gates qui a annoncé qu'il allait avoir un nouveau variant encore plus transmissible et encore plus mortel. Voilà, c'est tout simplement le scénario qui reprend. Il n'y a aucune surprise. Mais donc, il faut vraiment être préparé à tous les scénarios. J'ai envie de dire ne pas forcément sortir complètement au cas où ça continue de monter, mais se préparer à une baisse drastique de tous les marchés. Par contre, une fois cette chute passée, à mon avis, pour les 10 ans à venir, ce sera la terre promise. Et on sera enfin tranquille à construire le nouveau monde. Côté SEC versus Ripple, donc je suis finalement content de ne pas faire des vidéos tous les jours puisque finalement les informations ça bouge extrêmement vite. Il y a des hauts et des bas, on se fait stresser pour rien. Parce que effectivement, la juge a opté pour terminer ce procès avant Noël et a donc rejeté les délais supplémentaires qu'ont demandé la SEC. Encore une baffe pour la SEC. Et j'aime bien d'ailleurs ce que dit Jérémy Hogan ici, que la SEC embauche 20 personnes de plus, dont des avocats, pour sévir contre les abus de crypto-monnaies, mais elle est incapable d'embaucher un seul avocat pour avoir des clarifications sur ce qui est un abus dans la crypto. Donc c'est vraiment du vent et du vent. En tout cas, c'est clair qu'au niveau timing, ça colle puisqu'on est censé changer de système à la fin de cette année. Et si la juge a refusé d'aller plus loin, je pense qu'il y a des raisons aussi.
et que de toute façon, les allégations de la SEC deviennent complètement absurdes et ça commence à se voir gros comme le nez au milieu de la figure. Ensuite, autre bonne nouvelle dans le monde de la crypto-monnaie, la plus grande banque privée d'Argentine lance une fonctionnalité de trading de crypto. Et il est désormais possible d'acheter 4 cryptos, du Bitcoin, de l'Ether, de l'USDC et du XRP. C'était assez rare que XRP soit inclus dans les premières intentions de listing de crypto sur les grandes banques. Et là, c'est enfin le cas et ça fait plaisir. Et puis finalement, quand les utilisateurs auront essayé Bitcoin et Ether et qu'ils verront les frais qu'il y a dessus, à mon avis, ils se redirigeront très vite vers le XRP. Donc ça, c'est une excellente nouvelle selon moi. Et d'ailleurs, Ripple continue son ascension, elle est en train de se développer massivement au Canada et à Toronto. Et merci justement à CryptoHeri d'être tombé sur ça, parce que Ripple est en train d'ouvrir des bureaux et une équipe assez massive à Toronto. Et a priori, ce serait pour le Liquidity Hub, dont je parlerai dans une prochaine vidéo pour vous récapituler tout le fonctionnement actuel de Swift et ce que propose Ripple avec RippleNet, ODL et justement ce Liquidity Hub, à quoi ça sert et pourquoi ça a un intérêt majeur pour la suite dans ODL et l'utilisation de XRP. Et effectivement, si on va sur le site de Ripple, on voit tous les postes qui sont à pourvoir en ce moment. C'est absolument gigantesque le nombre de postes ouverts pour Ripple. Et on voit aussi donc, si on va sur Toronto, on voit les différents jobs qui sont ouverts en ce moment sur la partie Toronto, et notamment RippleX qui travaille en partenariat avec le Liquidity Hub. Ripple est vraiment en train de devenir un monstre. Quand Brad Garlinghouse disait au début qu'il voulait être le Amazon du paiement et du système financier, franchement, j'y crois de plus en plus. Ils ont des bureaux partout, des partenariats partout, des clients partout, qui sont en train de se déployer massivement dans tout le système bancaire. Et effectivement, grâce à la crypto, et c'est ce qu'on peut voir sur leur nouveau site internet, que leur objectif, c'est clairement d'avoir un impact au niveau du business en utilisant la crypto-monnaie. Et de toute façon, je vois pas ce que serait une meilleure idée en ce moment. D'ailleurs, à ce propos, si vous le souhaitez, il est déjà possible d'acheter des actions Ripple. Attention, je ne parle pas de XRP, qui est le token de Ripple. Donc c'est possible de faire ça sur Link2 avant que justement Ripple soit listé, puisqu'ils ont prévu de rentrer en bourse dès que l'affaire avec la SEC serait terminée. Et à mon avis, Ripple, c'est le prochain Google et le prochain Amazon. Alors, est-ce que ce sera plus rentable d'investir dans des actions Ripple que dans le XRP? Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est clair que Ripple va être une société absolument gigantesque et que même si XRP met longtemps à monter, parce qu'il faut quand même du temps pour déployer toutes les banques et déployer l'infrastructure utile qui va utiliser XRP, Ripple peut être un super investissement, étant donné que son entrée en bourse pourrait faire décoller le prix de l'action. Alors aujourd'hui, l'action Ripple, elle est à 48,50 $ et sur le site Link2, on peut en acheter, bon, il faut quand même dépenser au minimum 10 000 $ pour acheter 207 actions. En tout cas, ça peut être un bel investissement, surtout si Ripple n'est pas encore en bourse pendant le crash. Je voulais aussi revenir sur un commentaire que je vois souvent sur mes vidéos et que je vois souvent un peu partout en fait, à savoir de comparer XRP et Bitcoin ou encore de comparer leur market cap ou encore de nous expliquer que le market cap de XRP ne pourra jamais dépasser celui du Bitcoin. Tout ça pour moi c'est sans fondement puisque déjà je dirais qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre Bitcoin et XRP. Pour moi c'est deux technos qui n'ont rien à voir ensemble. Et bien que Bitcoin soit le premier et une techno très intéressante en termes d'infrastructure et de décentralisation, selon moi, Bitcoin n'est pas très utile et énormément de crypto-monnaies peuvent faire la même chose que lui beaucoup mieux maintenant, là où XRP adresse un marché particulier qui n'a rien à voir avec ce que fait Bitcoin. En ce qui concerne le market cap, dire que le market cap de XRP ne pourra jamais dépasser celui du Bitcoin, pour moi, c'est une grosse blague, puisque XRP qui sera massivement utilisé par le système bancaire et qui est massivement utile, va forcément dépasser un jour Bitcoin en market cap, et il va pas seulement le dépasser, il va le pulvériser, et c'est normal. Alors je sais que ce que je viens de dire va probablement hérisser les poils de certains, mais à ces certains, je voudrais justement leur demander qu'est-ce que vous avez dit à celui qui a acheté une pizza pour 300 bitcoins quand il vous a dit qu'un jour Bitcoin atteindrait 10 000 $. Si vous avez dit que c'est impossible, alors s'il vous plaît, remettez-vous en question maintenant. Et c'est pour votre bien que je dis ça. Pour moi, c'est clair qu'il va y avoir un gros nettoyage dans la crypto-monnaie. On va passer vraiment sur de l'utilité. On est au tout début du début, même si ça fait déjà 10 ans que ça a démarré et même plus, on est au tout début du début. Et vous savez pourquoi je le sais? Parce que tant que j'ai plein de gens autour de moi qui confondent les mots Bitcoin et crypto-monnaie, c'est bien qu'on est encore loin d'être arrivé à maturité. En tout cas, pour ma part, dans ce monde de la crypto-monnaie, j'ai deux stratégies. Une stratégie court terme où je vais essayer de prendre des cryptos explosives pour essayer de faire des gains conséquents sur du court terme, mais cette stratégie reste risquée. Et sinon, j'ai ma stratégie long terme, dont le but est de faire du DCA, donc du dollar cost average, c'est-à-dire de continuer à racheter et à renforcer les cryptos qui ont de l'avenir, les cryptos qui vont être utiles, et de les renforcer tant qu'elles sont encore basses. Je parle notamment de XRP évidemment, où on peut voir sa courbe, ici c'est 2018.
On est monté jusqu'ici et on n'est jamais remonté plus haut que ici. On n'a jamais retouché son all-time high et on est aujourd'hui sur un XRP assez bas pour sa réelle valeur sur le marché et sa réelle utilité. Pour moi, XRP, c'est la plus sous-évaluée des cryptos, la moins risquée et celle qui peut apporter le plus gros ROI dans les années à venir. On a une techno aussi comme XLM, Stellar, plutôt dont le but principal est de bancariser et de fournir des services bancaires et financiers dans les pays et régions où les gens ont très peu accès à tout ça. XRP et Stellar sont des cryptos ISO 20022, c'est-à-dire qu'ils respectent la nouvelle norme en termes d'échanges financiers. Ensuite, on a Hedera qui est aussi ISO 20022 et qui révolutionne aussi la façon dont la blockchain est designée techniquement. Est-ce que ce sera plus gros que Ethereum plus tard? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un sérieux concurrent? Clairement, oui. Et il est aussi à la norme ISO 20022. Ensuite, on a VeChain. VeChain qui, à mon avis, se prépare à être un monstre en devenir, dans le sens où ça permet le tracking de tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, donc autant pour tout ce qui est tracking des biens et marchandises que tracking de la nourriture et des matières premières. Ensuite, on a IOTA pour tout ce qui est objets connectés, c'est-à-dire d'avoir une blockchain qui va gérer tous nos objets intelligents et électroniques, et Dieu sait qu'il va y en avoir de plus en plus. IOTA est aussi à la norme ISO 20022, et donc parfaitement compatible avec le nouveau système financier. D'ailleurs, ce qui est marrant à voir, c'est que effectivement, les cryptos ISO 20022, pour la plupart, n'ont jamais atteint leur all-time high, comme s'ils se préparaient quelque chose d'important. Et moi, je l'explique du fait que les développements sont en arrière-plan, en train de construire toutes les fondations du nouveau système, jusqu'à ce qu'ils décident de tous s'interconnecter et de fonctionner ensemble. Et donc autant XRP que XLM, vous voyez ici, il n'a pas rejoint son all-time high non plus. On a Hedera, bon Hedera c'est un peu différent puisqu'il est plus récent, mais il est quand même bien redescendu. On a VeChain qui a été complètement coupé dans son élan. On a IOTA qui, pareil, a fait son all-time high en 2017-2018 et n'y est jamais retourné. Et je trouve ça étrange finalement que les cryptos qui ont la plus forte probabilité de faire partie de cette interconnexion du nouveau système financier soient les cryptos qui aient le moins évolué en termes de prix. Et enfin, je voulais parler de Propi, donc qui est une technologie entre guillemets pour NFTiser les biens immobiliers et qui est, je pense, une excellente idée qui va simplifier la vie à tout le monde en termes de transactions immobilières. Je m'étale pas plus sur Propi puisque j'ai déjà fait une vidéo qui explique bien le fonctionnement de Propi. Je vous la mets en haut à droite. En tout cas, moi, je renforce clairement ces dernières cryptos que je viens de vous montrer parce qu'à mon avis, c'est la base de tout le système du monde de demain. Comme je le dis souvent, ça reste mon avis et vous êtes surtout libre d'en faire ce que vous voulez et de faire vos propres choix. Prenez soin de vous et de votre portefeuille et je vous dis à très vite.